Les anglo-saxons contre la France. La prétendue construction européenne vise à rayer, non seulement à détruire les nations, mais s'acharne particulièrement sur la France, puisqu'elle vise à rayer l'influence mondiale de la France de deux façons. D'abord par l'absorption, c'est-à-dire par le haut, le transfert à d'autres de ses prérogatives régaliennes, c'est-à-dire à l'Union européenne. Le meilleur exemple, c'est la présence de la France au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons en permanence des gens qui nous disent qu'il faut que la France cède son siège de membre permanent pour le donner à qui? À l'Europe. Et qui est le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne? Lady Catherine Ashton of Upperland. Elle s'appelait Catherine Ashton, c'était une prolétaire. Ah bon, elle était au Labour, puis elle est devenue... La Grande-Bretagne étant ce qu'elle est, elle a été anoblie par la reine, parce qu'on n'en est pas moins homme, n'est-ce pas, ou femme, donc on est socialiste, mais on ne regimbe pas à devenir une lady, donc elle a été faite baronne Ashton of Upperland, baronne socialiste, enfin baronne travailliste. Comme je le dis souvent, à Caen, une duchesse marxiste-léniniste. En attendant cette baronne travailliste, comme d'ailleurs l'ensemble des institutions européennes, sont entièrement dans la main atlantiste. Si la France avait cédé son siège permanent, il n'y aurait pas eu d'opposition à la guerre en Irak. C'est de ça qu'il s'agit. Deuxièmement, donc ça c'est par le haut, et par le bas, c'est par le démembrement délibéré à l'insu des Français. Je le disais tout à l'heure, par le haut, c'est l'apprentissage de la langue anglaise, hein, et par le bas, c'est l'apprentissage des langues régionales. Par le haut, on veut nous piquer notre siège permanent au Conseil de sécurité. Par le bas, eh bien, c'est le développement des groupements européens de coopération transfrontalière. On en voit partout, tout en France, qui n'ont qu'une seule ambition, c'est de nier l'existence des frontières nationales. Par exemple, le premier GECT qui est autorisé ici, c'est-à-dire l'Eurorégion Alpes-Méditerranée avec Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes en France, le Val d'Aoste, le Piémont et la Ligurie en Italie, en forçant les populations à bâtir des projets allant de pair, alors que d'ailleurs tout le monde s'en fout. Encore une fois, en Rhône-Alpes, en PACA, les gens, ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi. Ils ne veulent pas perdre leur boulot. Ils se foutent éperdument de travailler avec les Ligures. Ils n'ont rien contre, d'ailleurs. Et vous voyez bien qu'il y a derrière une idéologie de démembrement des États. Regardez tout ce qui concerne la France. France-Angleterre, les deux mers, la France-Wallonie, la grande région, le Rhin supérieur, France-Suisse, Italie-France, Italie-France-Maritime, Espagne-France-Andorre. L'absorption et le démembrement de la France profitent à qui? Qui servent au fond les Français qui se moquent de la grandeur de la France? Les Cohn-Bendit, les Cécile Duflot, les gens qui, quand ils m'écoutent, se disent « mais c'est horrible, ce type est un jacobin, il parle de la grandeur de la France, c'est un ringard ». Les gens qui se moquent de la grandeur de la France, ces gens qui traitent ça d'idée de réac, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que jamais, jamais au grand jamais, ils ne se moquent de la grandeur des États-Unis d'Amérique. En février 2003, dans le débat sur la guerre en Irak au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire d'État américain Colin Powell a sorti ce petit truc en plastique avec un truc blanc à l'intérieur en disant que ça contenait le bacille du charbon, que c'était une arme de destruction massive fabriquée par Saddam Hussein. Si ça avait été vrai, il y aurait eu 10 millions de morts dans un rayon de 20 km. On est en plein délire. Alors même, il y a quand même beaucoup de gens, dans les milieux autorisés, qui ont dit « bon, là, ça va quand même un peu loin. On peut quand même prendre les gens pour des jobards, mais il y a quand même des limites. Avoir le bacille du charbon et l'agiter en plein Conseil de sécurité comme ça, il faut vraiment se foutre du monde. » Mais c'était une mise en scène. Et quels sont les seuls qui s'y est opposé? Je l'ai dit tout à l'heure, Dominique de Villepin. Je ne suis d'ailleurs pas là pour cirer les pompes de Dominique de Villepin, puisque malheureusement,
il a été ensuite le signataire de la Constitution européenne. Il est passé à côté d'un rôle historique qu'il aurait pu avoir. Alors maintenant, il a quitté la politique et il est avocat d'affaires aux Émirats arabes unis. Mais bon, ce dont il s'agit, ce que ceux qui se moquent de la grandeur de la France veulent que ceci, ça n'existe plus. C'est ça, la vérité. La position des États membres de l'Union européenne, je le disais tout à l'heure, la France était toute seule contre, 2 pays étaient hésitants et se sont déclarés neutres, la Belgique et l'Allemagne. Tous les autres pays de l'Union européenne se sont déclarés pour la guerre en Irak, qui est une guerre illégale dont on a appris par les Américains eux-mêmes 1 an après que Saddam Hussein n'avait jamais eu d'armes de destruction massive. C'est une guerre d'appropriation néocoloniale qui a fait plus d'1 million de morts. Normalement, les dirigeants américains devraient être traduits devant un tribunal pénal international, au même titre d'ailleurs que les dirigeants de l'Allemagne hitlérienne, pour crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes culturels. C'est de ça qu'il s'agit. En 2003, la France a empêché les États-Unis d'Amérique d'avoir le feu vert de l'ONU pour mener une guerre néocoloniale en Irak. Cette opposition française n'a certainement pas suffi à empêcher les Américains d'intervenir militairement, mais cette guerre est illégale au regard du droit international, je le disais tout à l'heure. La France a sauvé le droit international et a préservé un petit peu, de la confiance des pays en l'ONU de 80% des pays du monde. Si la France n'avait pas eu son siège de membre permanent, et si ce siège avait été donné à l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique auraient obtenu le feu vert du Conseil de sécurité pour aller faire la guerre en Irak. En d'autres termes, ceux qui se moquent de la grandeur de la France ne se moquent jamais du nationalisme guerrier des États-Unis. Ceux qui se moquent, quand je parle de la mission universelle de la France, dont parlait le Conseil national de la résistance de nos grands ancêtres de 1943-44, ils ne crachent pas seulement au visage des milliers de Français résistants qui sont morts pour ces idéaux, de façon consciente ou inconsciente, ils agissent en fait pour donner tout pouvoir à l'empire euro-atlantiste dirigé depuis Washington pour dominer l'univers. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de ça qu'il s'agit aussi dans la construction des euro-régions, c'est-à-dire dans la destruction des nations. Divide and conquer pour laisser tabula rasa, la table rase, une tour de Babel ingérable, percluse de conflits ethniques, de conflits linguistiques, de conflits religieux dans l'ensemble du monde pour le grand triomphe des États-Unis d'Amérique. L'imposition en force d'un grand marché transatlantique à l'insu des peuples, s'inscrivant, que je le disais tout à l'heure, comme la cerise sur le gâteau de ce plan général de domination mondiale. Je rappelle que nous sommes en 1812. En 1812, les États-Unis d'Amérique ont proclamé leur indépendance en 1776, vous le savez, se battent contre la Grande-Bretagne, signent le traité de Versailles de 1784 qui signe l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Mais au lieu de rester sagement à développer leur État, la première chose qu'ils ont fait, c'est d'essayer ensuite de conquérir le Nord, c'est-à-dire le Canada, qui était resté fidèle à la couronne britannique. Profitant des guerres napoléoniennes qui mobilisaient une partie des troupes britanniques, les Américains interviennent au Canada pour essayer de mettre la main sur le Canada anglophone, plus le Québec tombé dans la main des Anglais après la bataille des plaines d'Abraham de 1759. Et donc, ça ne marche pas. Les colons restent fidèles aux Anglais. Il y a même des batailles acharnées. Les Canadiens descendent jusqu'à Washington, brûlent la maison du président des États-Unis, qui va devenir toute noire, qui va être repeinte en blanc, et que l'on appellera depuis lors White House, la Maison Blanche. En 1812, tout ça se terminera d'ailleurs par le traité de Gand, le statu quo, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas parvenus à mettre la main militairement sur le Canada. Ils vont donc définir une nouvelle stratégie. Si je vous en parle, c'est parce que c'est toujours la même, qui est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Elle a été définie par Andrew Jackson, à l'époque général en chef, qui deviendra président des États-Unis de 1829 à 1837. Il est d'ailleurs sur tous les billets de $20. C'est un homme important dans la mentalité américaine. Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome. C'est-à-dire que ce que l'on n'a pas réussi à conquérir par les armes, on va le conquérir par le libre-échange et par le business. En 1854, l'agent secret des États-Unis, Isaac Andrews, fait rapport au département d'État
dans le but d'aider les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange au Canada. Les États-Unis veulent mettre la main sur le Canada. Ils n'y sont pas parvenus militairement, ils proposent donc d'y mettre la main par le libre-échange. Les mouvements partisans de l'annexion et du libre-échange, c'est la même chose. J'ai versé 5 000 $ à un rédacteur de journal, ça veut dire j'ai corrompu la presse. J'ai versé 5 000 $ à un procureur général, j'ai corrompu la justice. J'ai versé 5 000 $ à un inspecteur général, j'ai corrompu l'administration. Et j'ai versé 15 000 $ à un député, 3 fois plus pour un politique, c'est bien ce qu'il faut, de l'Assemblée du Nouveau-Brunswick, dit l'agent secret Isaac Andrews, qui travaille pour le département des États-Unis d'Amérique. Ça, ce sont des citations qui sont tirées d'un livre tout à fait scientifique, Hors des griffes de l'aigle, 4 siècles de résistance canadienne à l'expansionnisme américain, publié au Québec en 1998. C'est page 73 pour les amateurs de précision. Vous pouvez le trouver d'ailleurs facilement en vente sur Google, en tapant ça sur Google ou sur eBay. L'agent secret qui fait rapport au ministre des Affaires étrangères américain dit « J'ai pris par conséquent les mesures qu'exigeait la situation au Nouveau-Brunswick, donc une des provinces fédérales canadiennes, afin de modérer l'opposition et de tranquilliser l'opinion publique. J'ai réussi à me rendre à Fredericton, la capitale provinciale, toujours, hein. Ça existe toujours, le Nouveau-Brunswick, c'est au sud du Québec, au nord de l'État américain du Maine. J'ai réussi à me rendre à Fredericton avant la fin de la session de l'Assemblée législative et j'ai ainsi évité tout débat sur la proposition de traité de libre-échange à l'étude ou sur toute autre mesure législative néfaste. Vous vous rappelez ? Éviter tout débat. C'était déjà c'est ce que conseillait en 1965 la note à Robert Marjolin, vice-président de la CE. Il faut éviter tout débat sur l'Union monétaire européenne que nous vous demandons de faire. Eh bien, dès 1854, il fallait éviter tout débat sur tout le traité de libre-échange à l'étude entre les États-Unis d'Amérique et le Nouveau-Brunswick. Et aujourd'hui, il faut éviter tout débat sur le traité de marché transatlantique. J'ai dépensé plus de 100 000 $, disait donc cet agent en 1854, pour convaincre d'éminentes personnalités d'appuyer l'annexion du Canada par les États-Unis, ou sinon le libre-échange avec les États-Unis. Vous voyez, c'est soit l'annexion, soit, si ça ne marche pas, le libre-échange. Mais cette somme n'est rien en comparaison des privilèges qui vont être obtenus de façon permanente et du pouvoir et de l'influence que cela donnera à jamais à notre confédération. C'est ce à quoi nous avons affaire. Ici, le représentant américain au commerce Ron Kirk à gauche et le commissaire européen au commerce Karel de Gucht, Bon, c'est une histoire belge. À Davos, le 28 janvier 2012, c'est votre compatriote qui négocie au nom de la France, de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal, qui négocie cette forfaiture dans le dos des peuples. Je ne vous attaque pas, je sais très bien que tout ça n'a rien à voir avec la Belgique. C'est comme nous avons de beaux spécimens aussi en France de collabos. On en a même en général une spécialité. Mais tout ceci se fait dans le dos absolu des peuples. Pas tout à fait quand même, puisque ces débats ont lieu au Parlement européen, dont tout le monde se fiche, puisque tout le monde se fiche de ce qui se passe au Parlement européen. Peut-être un tout petit peu moins en Belgique, mais je peux vous assurer que si vous allez dans le Limousin ou en... D'ailleurs, si vous demandez aux Français quels sont les États membres de l'Union européenne, je suis persuadé qu'il n'y aura pas... Vous prenez des gens dans la rue, il y aura 1% des gens qui seront capables de le dire sans faute. Quand je dis 1%, c'est peut-être même pas 0,1%. Le droit français interdit d'ailleurs le mariage arrangé. On n'a pas le droit de marier de force un jeune homme avec une jeune fille contre leur gré. C'est interdit. Dans les sociétés tribales traditionnelles, il y avait des marieuses, etc. Mais on a marié de force les Français avec 10 nouveaux États membres de l'Union européenne dont ils ignorent tout. Les Français ne savent même pas ce que c'est que la Lettonie. En attendant, le 23 octobre 2012, le Parlement européen a approuvé le grand marché transatlantique et parmi les députés au Parlement européen, eh bien, les députés français, je m'adresse ici non pas aux Belges, mais à un public français,
les députés de l'UMP, les députés du Parti socialiste. Et les Français de base ne savent rien sur cette affaire qui aura évidemment des conséquences absolument considérables. Tout ceci se fait avec la véritable complicité de certains partis, en particulier d'Europe Écologie Les Verts en France. Si vous allez en ce moment même sur le site internet de Europe Écologie, donc le parti de M. Daniel Cohn-Bendit, de M. José Bové, de Mme Cécile Duflot, vous verrez qu'ils proposent de libérer l'énergie des territoires pour régler les problèmes de la France. Libérer l'énergie des territoires, c'est comme si c'était le Koweït qu'il y avait dans le Limousin, ou s'il y avait, je ne sais pas, ou comme si l'Arabie Saoudite, on avait trouvé des gisements de pétrole dans le Lot-et-Garonne. Mais pas du tout. C'est un slogan qui ne veut rien dire, sauf que si, ce que ça veut dire, c'est le début de démantèlement. Vous remarquez que sur cette carte, qui est promue par un parti dont des membres sont actuellement au gouvernement, Madame Duflot est membre de EELV, elle est actuellement membre du gouvernement français. Vous verrez que sur cette carte, l'Alsace, tout à fait au nord-est, il n'y a plus de département. C'est devenu une collectivité territoriale. Vous verrez que la Savoie, les 2 départements de Savoie créent tout ça à la Révolution, dans le cadre révolutionnaire, de la suppression des privilèges, de l'égalité de tous les citoyens français devant la loi, de la fin des privilèges des parlements locaux, etc. La proclamation de la citoyenneté française et de la République française, les 2 départements savoyards ont disparu. Vous voyez que, pire encore, le département des Pyrénées-Orientales a disparu, le numéro 66 a disparu, il y a marqué Catalogne. Mais regardez-le, c'est marqué, c'est pas moi, allez-y si vous ne me croyez pas. C'est le site internet du parti qui s'appelle Europe Écologie Les Verts, dont un membre est ministre du gouvernement. Et qui propose une réforme où l'un des départements français perd son numéro et s'appelle Catalogne. Alors que c'est exactement l'objectif des indépendantistes catalans. Ça n'a qu'un seul mot. C'est de la haute trahison. C'est un parti qui est anti-inconstitutionnel. Vous noterez d'ailleurs au passage que le département des Pyrénées-Atlantiques, 64, est découpé en 2, avec un nouveau département Béarn en jaune et un département en couleur rouge sang, ce qui va très bien d'ailleurs, pour le Pays Basque. Vous noterez que la Bretagne récupère la Loire-Atlantique, alors qu'actuellement c'est la région, le département Nantes est la capitale de la province Pays de la Loire, de la région Pays de la Loire. Les indépendantistes bretons ne cessent que de réclamer, en se prévalant de l'union de la Bretagne de 1532 dont je parlais tout à l'heure, le rattachement de la Loire-Atlantique à la région Bretagne. C'est vraiment le sujet très important actuellement. Au moment, je le répète, où nous perdons une usine par jour, 600 à 800 emplois par jour, et où 2000 personnes par jour basculent en dessous du seuil de pauvreté. On a ici inscrit une volonté délibérée de démantèlement de la République française émanant d'un parti membre du gouvernement. D'ailleurs, en Bretagne, l'UDB, ceux avec le drapeau le Gwenadou de Morvan-Marchal que je montrais tout à l'heure, et les écolos proposent une collectivité territoriale unique en Bretagne. C'était le 22 mars 2013, sur le modèle de ce qui devait se produire en Alsace. Je rappelle que dans la Constitution de la République française de 1958, article 1er, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Mais elle n'est plus indivisible, puisque nous avons au gouvernement des gens qui promeuvent l'euro-région Midi-Pyrénées, l'euro-région Alpes-Méditerranée, l'euro-région Aquitaine-Euskadi, qui promeuvent un démantèlement du tissu de collectivités locales avec des pays de gouvernance métropolitaine comme la communauté urbaine de Lyon, des communautés d'agglomération comme la communauté d'agglomération de Saint-Étienne Métropole, du Pays viennois, Porte de l'Isère, des communautés de communes et puis enfin des communes toutes seules, blanches, les laissées pour compte. Quel est l'objectif dans cette volonté non seulement de diviser la France en régions, mais par ailleurs de fusionner les communes? Les Français sont attachés à leurs 36 000 communes. On ne cesse que de dire aux Français que c'est pas bien, que leurs communes sont trop petites, qu'il faut les fusionner. Mais qui est derrière? Quel est l'objectif? Eh bien c'est tout simple. Avoir la même granulométrie que les États-Unis d'Amérique. Les régions doivent avoir la taille
d'un État des États-Unis, la Wallonie, Pays flamand, la Bretagne, la Corse. Ça, c'est comme le Rhode Island, Connecticut, Maine, Wisconsin. Et puis, il faut que les communes aient la taille des counties américains. Les counties, c'est beaucoup plus grand qu'une commune française, donc il faut les rassembler. L'objectif qui est derrière est un objectif au minimum inconscient de mimétisme total et au maximum d'instruction générale pour avoir en fait le même type de divisions administratives de part et d'autre de l'Atlantique dans le cadre de l'empire euro-atlantiste qui nous est actuellement programmé. L'article 1er donc, de la Constitution, j'insiste aussi sur un autre article de notre Constitution, l'article 68. Sous De Gaulle, lorsqu'elle a été adoptée avec la rédaction de Charles de Gaulle et des juristes qui l'accompagnaient en 1958, l'ancien article 68 prévoyait qu'il y avait en France une haute cour de justice. Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Nouvelle version, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, je ne sais pas ce que ça veut dire. La destitution est prononcée par le Parlement constituant haute cour. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Haute trahison, je sais ce que ça veut dire. En attendant, le crime de haute trahison qui existait dans la Constitution française a disparu de notre Constitution sans que les Français s'en rendent compte par des lois qui ont été votées par les parlementaires dans le dos des Français. L'incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle du 23 février 2007 par la volonté de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Vous ne croyez pas qu'il faut avoir une idée derrière la tête? Nous avons prévu dans notre programme que si un jour nous arrivons au pouvoir, si un jour je suis président, moi je rétablirai aussitôt le crime de haute trahison. Le même article 68 ensuite développe les activités de la haute cour en disant voilà, elle doit statuer dans un délai d'un mois, bulletin secret, enfin c'est se moquer du monde. On vire l'incrimination de haute trahison, mais après on explique qu'il faut voter à bulletin secret, etc., sans que l'on sache du tout de quoi on peut incriminer le chef de l'État. Mais on en arrive à la fin de cet article 68. Dans l'ancien article 68, la Constitution de 1958, votée, conçue par Charles de Gaulle, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État. Ah! Complot contre la sûreté de l'État, ça existe. Ça existait dans la Constitution de la Ve République conçue par De Gaulle. C'était un conspirationniste alors? C'était un complotiste? C'était d'ailleurs pas seulement dans la Constitution de la Ve République, dans les constitutions de toutes les républiques avant. Il y avait la notion de complot contre la sûreté de l'État. Et s'il y avait cette notion, c'est que nos ancêtres, depuis plusieurs siècles, savaient que ça pouvait exister, des complots contre la sûreté de l'État. Maintenant, quand vous évoquez ça, on vous dit « Oh, que vous êtes conspirationniste, conspirationniste ». Vous réglez le problème de cette façon, par la dérision sans aucune explication. Ça, c'était la version de l'article 68, version de Gaulle. Actuellement, le nouvel article 68.1, les membres du gouvernement sont responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Point. De la même façon que le crime de haute trahison a disparu de la Constitution française, l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État a disparu de la Constitution française. Ça s'est produit par la loi constitutionnelle 93-952 du 27 juillet 1993, adoptée dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les gens qui, dans le dos du peuple français, ont remanié, modifié notre texte suprême qui avait été adopté à la majorité très large des Français. En 1958, le 4 octobre 1958, il y avait eu un référendum.
qui avait été soumis aux Français. Il y avait eu plus de 80% de participation. On n'avait jamais vu ça. Il y a eu 19% d'abstention, je crois. Et là-dessus, il y a eu 80% des Français qui ont voté oui. C'était l'équivalent de 63 ou 65% des inscrits. Dans le dos des Français, une poignée de parlementaires bénéficiant d'un procédé qui est prévu dans la Constitution de réforme constitutionnelle par la réunion des parlementaires, qui malheureusement est un mauvais procédé, dans le dos des Français, on a retiré l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. C'est à croire que nos juristes, que nos dirigeants savaient que le traité de Maastricht était en soi un complot contre la sûreté de l'État. Eh oui. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot? Pour conclure cette longue conférence, je voudrais quand même attirer votre attention sur ces peuples et sur ces langues dont on ne parle jamais. Pendant que l'on distrait l'attention des populations françaises en leur racontant les méfaits de la France du XVIIe siècle, du XVIe, on ne leur parle jamais des exactions inouïes commises par les Américains contre les populations indiennes d'Amérique du Nord. Ils ont des réserves. Il n'est jamais question de transformer ces réserves en collectivités territoriales. Je voudrais insister sur le fait qu'il y a 2 423 000 Indiens recensés, uniquement des gens recensés, déclarés, dont 57 000 Apaches, 281 000 Cherokees, 105 000 Chippewas, 104 000 Indiens d'Amérique latine, 270 000 Navajos. C'est plus que la population de la Corse. Vous vous rappelez tout à l'heure Clinton disant « Je me félicite de cette Europe pleine de vie. Je me félicite de voir la renaissance du Piémont ou de la Catalogne. » Mais moi, je voudrais qu'un président de la République française se rende dans une tribu Navarro et dise « Je me félicite de cette communauté pleine de vie. J'espère que vous allez pouvoir devenir une collectivité de plein droit. » En français, ça serait diviser pour conquérir. Il s'agirait de renvoyer la monnaie de la pièce. Si vous allez sur Wikipédia, qui est un très bon élément de mesure de l'influence des services secrets américains, vous trouverez par exemple une notice sur la langue navarro en français. Cette notice, elle est traduite en bretonnec, en breton. Ah, mais c'est fort. Elle est traduite en féroéen, le dialecte des îles Féroé. Il y a quand même des gens qui sont payés par Wikipédia pour faire ça. Elle est traduite en galicien, une des langues officielles, reconnue, co-officielle, reconnue en Espagne. Vous vous rappelez ce que je vous disais tout à l'heure? Par la charte, suite à la ratification de la charte des langues minoritaires. Elle est traduite en piémontais. Vous vous rappelez que le président Clinton se félicitait de cette Europe pleine de vie avec le Piémont? Mais elle n'est pas traduite en navarro. Oh! Ça, par exemple, la notice sur la langue navarro sur Wikipédia est traduite en bretonnec, en galicien, en féroéen, mais pas en langue navarro. D'ailleurs, elle n'est pas traduite en cherokee, pas en langue sioux, pas en pueblo, pas en chippewa, pas en choctaw. La promotion des langues minoritaires et le morcellement des États, c'est bon pour le monde entier, sauf pour les États-Unis d'Amérique où on parque les Indiens dans des réserves sans aucun droit. Conclusion, voilà l'avenir que l'on nous propose, c'est pas les populations, hein, c'est pas le peuple français en tout cas qui le demande. On nous propose de transformer l'Europe en une mosaïque d'États détruits au profit d'une mosaïque linguistique, ethnique, religieuse en revivifiant, je ne parle même pas des Balkans, hein, je ne parle même pas des minorités hongroises en Roumanie, etc., enfin des sujets explosifs. C'est-à-dire en fait de pousser l'ensemble de l'Europe à se transformer dans ce qui est actuellement l'Irak
ou l'Afghanistan, ou la Syrie, c'est-à-dire, en fait, un retour au Moyen-Âge, au seigneur de la guerre, et à une destruction des États-nations pour le plus grand profit de qui? Voilà les langues que l'on nous promet, le flamand dans l'extrême nord de la France, le francique, l'alsacien, le franco-provençal, l'occitan, le breton, le basque, le catalan, le corse. Il s'agit d'une destruction des États-nations. En 2010, nos compatriotes martiniquais et guadeloupéens, on leur a proposé déjà d'avoir une collectivité spéciale, de ne plus être des départements. C'était l'abandon programmé par la République. Là aussi, allant au rebours de siècles d'histoire. Auparavant, on avait des États qui voulaient se développer. Maintenant, on a des États qui veulent chasser, qui veulent s'autodétruire. La République française a proposé aux Martiniquais et aux Guyanais une autonomie accrue, comme on dit, de supprimer les départements. Mais les Martiniquais et les Guyanais ont dit non. Ils ont refusé. Ils ont dit non à leur abandon programmé par la République. Dans un communiqué, le président de la République, Sarkozy, a pris acte de la réponse négative claire des Guyanais et des Martiniquais, témoignant, selon Nicolas Sarkozy, leur attachement à un statut qui soit proche de celui des collectivités de métropole, réaffirmant ainsi le lien étroit qui les unit à la République. Mais c'est qui leur avait proposé, sinon Sarkozy? Ça veut dire que le plan qui consistait à larguer les Antillais, les Guyanais, sur le motif vous nous coûtez trop cher, et puis d'ailleurs vous êtes que des métis, on n'a rien à faire. Parce que la construction européenne, c'est d'abord une création blanche, c'est d'abord un apartheid mondial. On n'en a rien à foutre, vous êtes des métis. Ils ont dit non. Et puis, récemment, c'était il y a quelques semaines, il a été question de transformer l'Alsace en collectivité territoriale unique, le 7 avril 2013. Ils ont voulu entamer le processus de destruction de la France en demandant aux électeurs alsaciens de supprimer la région Alsace, de supprimer les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour créer une collectivité territoriale unique, comme c'est le cas en Nouvelle-Calédonie, comme c'est le cas en Corse. C'est le premier pas avant l'indépendance. Ça, c'est une photomontage, ça n'existe pas encore, mais c'est une photomontage de ce que ça aurait pu être. Je me flatte que le mouvement politique que j'ai créé, nous sommes allés sur place. On a envoyé, on n'avait pas des forces militantes considérables, mais on a quand même eu 20-25 militants. On a été les seuls à apporter le discours qui était celui-là. Parce que jusque-là, on avait dit aux électeurs alsaciens, c'est pour faire des économies. On va supprimer, etc. C'est pour faire des économies, on va supprimer des collectivités territoriales. En réalité, le président du Conseil général du Haut-Rhin à Colmar disait, moi je ne vois pas du tout où les économies qu'il y aura. Il s'agissait de supprimer aucun poste. On présentait ça aux populations comme un détail technique. C'est comme l'euro. Quand on a dit l'euro, ça va être plus de croissance et plus d'emplois. Tout le monde sait que c'est une hérésie en termes économiques. Je vous renvoie à ma conférence que je ferai à Lille après-demain soir. Mais en fait, il s'agissait d'une construction politique pour voler au peuple d'Europe leur pouvoir, pour les mettre dans la situation où ils sont actuellement. C'est que nous allons vers une dictature. Donc là, c'est pareil. On n'a jamais dit aux Alsaciens de quoi ils retournaient. Mieux encore, le Front National, qui a parti lié avec les mouvements d'extrême droite en Alsace. Les mouvements d'extrême droite en Alsace, c'est comme les mouvements indépendantistes bretons de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient pour. Donc le Front National a été pris complètement à rebrousse-poil, puisque les Alsaciens d'extrême droite sont pour cette collectivité territoriale. Quant au front de gauche de M. Mélenchon, qui lui est très pro-européen, lui, il y a de plus en plus d'ailleurs de gens de chez lui qui viennent chez nous, lui a quand même été sensible au démantèlement de la République. Donc voilà le front de gauche qui est pro-européen, qui s'est déclaré contre, en voyant bien qu'il s'agissait d'un démantèlement de la République, et puis le Front National qui avait commencé, tous les élus du Front National en Alsace avaient voté oui à cette réforme, à ce projet de réforme lors d'une première consultation, et puis comme nous grimpons et que le FN est inquiet, comme le front de gauche de notre mouvement, et bien d'un seul coup, ils ont changé de pied. En attendant, nous avons été les seuls à aller sur place et à expliquer aux Alsaciens de quoi ils retournaient. Eh bien, c'est comment dirais-je, quelque chose qui nous a infiniment rassérénés, plu, c'est que nous avons eu un excellent accueil des populations. Parce que les Français, les Alsaciens sont des Français. Oui, c'est vrai, il y a une tradition en Alsace, effectivement, autonomiste, c'est vrai, mais qui représente une toute petite partie de la population. On a même vu une vieille dame qui nous a dit
Mais on n'était pas si malheureux sous Hitler, hein. Ça existe, oui. Mais ce sont quelques mini-pourcentages de la population. En revanche, notre discours est extrêmement bien passé. Je ne dis pas qu'on est les auteurs, mais on a certainement contribué à la réalisation dans les 15 derniers jours de l'opération, à tel titre d'ailleurs que le président du Conseil général du Bas-Rhin s'est indigné justement de la campagne que l'on faisait sur place. Et le résultat des courses, vous l'avez peut-être vu, il fallait, pour que ce projet de suppression des départements hérités de la Révolution fût adopté, il fallait qu'il y ait la majorité dans les 2 départements, plus que dans un cas comme dans l'autre, il y ait eu plus de 25% des inscrits qui votent oui. Eh bien, le résultat, c'est que là-bas, il y a eu 70% d'abstention. Donc, de toute façon, les 25% d'inscrits n'étaient pas acquis. Et il y a eu 56% de non dans le département du Haut-Rhin. Ça a été donc une gifle qui a été administrée à tous ceux qui voulaient démanteler la République. Et d'ailleurs, j'insiste sur le fait que j'ai fait cette conférence, c'est la 4e fois que je la fais, je l'ai faite à Rennes, je l'ai faite à Reims. Mes auditoires tombent des nues parce qu'ils découvrent l'importance stratégique fondamentale de ce qui est en train de se produire. Il ne s'agit rien moins que de l'avenir de notre propre pays. Je parle de la France, hein. Excusez-moi, mais comme vous êtes nos amis et si proches, ça vous intéresse quand même. Ce pays qui est, nous sommes les héritiers de 40 générations, que tout est fait par une oligarchie avec la complicité de nos dirigeants de l'UMP, du MoDem, du Parti Socialiste, de ELV, avec leur complicité pour démanteler la République française, bien entendu, en disant « mais non, pas du tout ». Comme d'ailleurs le président Clinton avait dit en 2000 à Aix-la-Chapelle, mais il ne s'agit pas du tout de quelconque séparatisme. 14 ans après, il y a l'indépendance de l'Écosse et l'indépendance de la Catalogne qui frappent à la porte. Voilà. Les Alsaciens, nos compatriotes alsaciens, ont dit un non cinglant à la destruction de la France. Avec la future collectivité territoriale unique d'Alsace, la République française se serait désengagée en grande partie. Le président du Conseil du Haut-Rhin, je vous l'ai dit, a reconnu lui-même qu'il ne savait pas comment ces sommes seraient compensées. La collectivité territoriale d'Alsace aurait dû négocier en direct avec Bruxelles, pas la capitale du Royaume de Belgique, mais avec Bruxelles, les institutions européennes. L'Europe, c'est-à-dire la Commission, aurait octroyé des fonds prétendument européens pour rapprocher culturellement les régions transfrontalières. Sous couvert d'une prétendue simplification et de pseudo-économie, il s'agissait en réalité de fusionner à terme des régions de pays différents pour les mettre sous le contrôle de Bruxelles et ainsi fractionner les États-nations. En fait, l'Alsace a refusé d'être chyprisée. Chypre, c'est-à-dire cette petite île, vous avez vu, qui a été livrée pieds et poings liée à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Il y a d'ailleurs 300 000 habitants à Chypre, il y a un peu plus d'1 million et quelques d'habitants en Alsace. Parce que si la France n'est pas capable de tenir tête déjà à l'Union européenne, comment est-ce que la Corse ou la Catalogne ou l'Alsace ou la Bretagne indépendante pourraient-ils tenir tête à l'oligarchie qui pilote le processus? Nos compatriotes basques, bretons, catalans, corses, savoyards, occitans tomberont-ils dans le piège de la nouvelle Europe régionaliste conçue par les nazis en 1938 et repris par les dirigeants américains après la Deuxième Guerre mondiale? Accepteront-ils naïvement de détruire la France pour devenir les esclaves d'une oligarchie euro-atlantiste impitoyable? Telle est la question de notre époque qui se pose. Alors que faire? Que faire? Eh bien, que faire? Je termine ma conférence comme je termine presque toutes mes conférences. C'est la raison d'être même de l'Union populaire républicaine. Nous voulons sortir non seulement de cette prison des peuples, mais de ce processus de destruction. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie, rien à voir avec le ringardisme. Ça a tout à voir avec la libération des peuples et un refus d'avoir une planète entièrement dominée par une hyperpuissance. Il y a un article, l'article 50, tout État membre peut décider conformément à ses règles constitutionnelles de se retirer de l'Union. La Belgique a le droit aussi. L'État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen. À la lumière des orientations du Conseil, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait. Cet article 50 prévoit donc, premièrement, qu'un État a le droit de sortir, deuxièmement, que
pour sortir, il faut qu'il le notifie aux autres États et qu'il négocie un accord qui fixe les modalités de retrait, c'est-à-dire tout simplement une négociation. C'est de bonne loi. Alors certains me disent, mais jamais vous aurez des bâtons dans les roues. Je dis non, on n'aura aucun bâton dans les roues. D'ailleurs, lorsque les Britanniques ont dit qu'ils envisageaient de sortir de l'Union européenne, quelle a été la réaction générale? D'ailleurs, des européistes en France, ils ont dit très bien qu'ils s'en aillent, on en a marre. Et lorsque les Français diront on veut s'en aller, vous savez ce qui se passera? Vous aurez les Néerlandais, les Tchèques, les Italiens, les Espagnols, les Portugais qui diront on fait comme eux. Et les Anglais aussi. D'ailleurs, quand on a voté non à 55% à la Constitution européenne, trois jours après, les Néerlandais votaient non à 62%. Voilà. Et de toute façon, à supposer même que certains veuillent nous faire des misères, il y a l'alinéa 3. Les traités cessent d'être applicables à l'État concerné à partir de la date d'entrée en vigueur de cet accord de retrait négocié à l'article 2, à l'alinéa 2, ou à défaut 2 ans après la notification visée au paragraphe 2. Bon, ça veut donc dire que même si on avait des bâtons dans les roues, au bout de 2 ans, on dit « ciao, c'est terminal, on en sort ». Qu'est-ce que ça veut dire en sortir? Ça ne veut pas dire que d'un seul coup, la France va devenir la Corée du Nord. Parce qu'il y a des gens qui nous disent « vous voulez isoler la France du monde ?» La France est la 273, ou je crois, ou 75, représentation diplomatique à l'étranger. Ambassade, consulat, représentation dans des organisations internationales. On a par exemple un ambassadeur de France à Bruxelles auprès du roi des Belges, donc auprès du Royaume de Belgique. On a un ambassadeur à Bruxelles, un représentant permanent plus exactement pour être son titre, auprès des institutions européennes, auprès de la Commission. On a un ambassadeur auprès de l'OTAN qui est aussi à Bruxelles. Et on a un représentant auprès de la politique étrangère de sécurité et de défense qui est à Bruxelles. On a un ambassadeur à Berlin, on a un ambassadeur à Addis Abeba, on a un ambassadeur à Tokyo, Brasilia, Mexico, Moscou, Téhéran, Johannesburg, Le Cap, etc. Voilà. Et on a des consulats, en veux-tu, en voilà, on doit en avoir une vingtaine aux États-Unis d'Amérique, on en a plus 7 ou 8 en Chine, à Wuhan, à Shanghai, à Guangzhou, à Chongqing, voilà. Donc si on sort de l'Union européenne, nous fermerons notre ambassade auprès des institutions européennes, après la Commission, notre représentation permanente, mais on gardera l'ambassadeur auprès du Royaume de Belgique. On fermera l'ambassade, la représentation permanente auprès du Conseil de la Commission. On fermera la représentation auprès de la politique étrangère et de sécurité et de défense, puis on reprendra notre politique indépendante et souveraine. Et puis, si nous sortons de l'OTAN, comme nous le proposons également, nous fermerons notre représentation à l'OTAN. Point. Nous passerons donc de 276 représentations diplomatiques dans le monde à 273. C'est ça? S'isoler du monde? Vous croyez que la Suisse, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est isolée du monde? Que la Norvège, qui n'est pas membre de l'Union européenne, est isolée du monde? Je signale au passage que la Norvège et la Suisse sont les 2 pays d'Europe qui se portent le mieux. Merci pour eux. D'ailleurs, quand je dis ça, les gens disent « Ah ben oui, mais vous n'avez pas... on ne peut pas comparer. » Oui, on ne peut jamais comparer. Quand je fais remarquer qu'en taux de chômage, les pays qui sont en Europe, les pays qui se portent le mieux, à tous les égards, ce sont les pays qui ne sont pas dans l'Union. Norvège, Suisse. Accessoirement Islande, avec les problèmes qui ont eu lieu, mais qui se redémarrent très vite, très fort. Ensuite, au sein de l'Union, ceux qui se portent le mieux sont ceux qui ne sont pas dans l'euro. La Suède, la République tchèque, le Danemark, qui ont refusé l'euro. Le taux de chômage, je vous renvoie à les analyses que nous avons faites, le taux de chômage moyen, il y a 27 États dans l'Union européenne, il y en a 17 qui sont dans l'euro, 10 qui n'y sont pas. Le taux de chômage moyen des 10 pays membres qui ne sont pas membres de l'euro n'a pas augmenté depuis maintenant, ou a plutôt décliné depuis maintenant plusieurs années. Il y a un gouffre qui s'est créé avec les pays membres de la zone euro. Il y a 5-6 points de taux de chômage supérieur en moyenne. Hein. Personne ne vous en parle. Notre mouvement politique est le seul sur toute la scène politique française à proposer donc la sortie unilatérale de l'Union européenne et de l'euro par la mise en œuvre de cet article 50. Je terminerai cette conférence. Comme je le disais tout à l'heure,
quand je disais si les Français décident d'en sortir, on ne va pas nous mettre des bâtons dans les roues, il y en a beaucoup qui vont vouloir faire pareil, ben ça ne sera que la redite d'un grand classique de l'histoire du monde. La France, parce que c'est un pays de passage, parce que nous sommes un pays avec un peuple métissé, il y a des Celtes, des Germains, des Gaulois, des Romains, des Gallo-Romains, des Francs, des Bas, etc. Hitler reprochait aux Français d'être justement un peuple qui n'était pas un peuple uniforme ethniquement. Et puis la France, c'est le pays, vous la connaissez, bon, le pays des emmerdeurs, mais qui, de temps en temps, il donne un grand coup de pied dans la fourmilière qui se transforme en choc historique. En 1848, les Français ont chassé la monarchie. Le dernier roi, qui était roi des Français, et non pas roi de France, puisque c'était Louis-Philippe, il avait reconnu la souveraineté nationale, comme le roi des Belges n'est pas roi de Belgique, vous savez ça mieux que moi. Donc Louis-Philippe a fui la France déguisé en vieille dame, ce qui n'est pas très glorieux comme fin de la monarchie en France. Et on a fait des petites médailles comme celle que j'ai dans ma collection, vous voyez ici une ménagère de plus de 50 ans, qui est une Parisienne. Elle a le bonnet phrygien, qui est un symbole de liberté. On voit qu'elle est assez costaude. Elle a des sabots aux pieds et puis elle a un grand balai pour chasser le roi. Il y a marqué République française 1848 le long du Listel, République française. C'est la deuxième République. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a au revers de la médaille. On a le faisceau délicteur, symbole de la République romaine. Hein, symbole donc de droiture, de courage, etc. Vous avez deux épées qui sont le peuple en armes. Vous avez une équerre qui est le symbole de la franc-maçonnerie. Les sociétés de philosophie franc-maçonne ont souvent joué un rôle important dans les révolutions du XVIIIe et XIXe siècle. Et puis ça c'est à gauche. Et puis à droite vous avez le bonnet phrygien. Le peuple de Phrygie, qui était un peuple d'Anatolie, qui s'était révolté contre Rome, contre l'Empire romain, qui est un symbole de liberté. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qui a marqué le long du Listel, que vous voyez peut-être en tournant la tête. Eh bien, il y a marqué, voilà, ici, la France donne l'exemple aux nations. Voilà. Parce que lorsque les Français, en 1789, ont aboli la monarchie, la monarchie absolue, pas la monarchie, mais la monarchie absolue, avec la prise de la Bastille, la France a donné l'exemple aux nations. Lorsque 3 ans après, en 1792, les Français ont aboli, cette fois-ci, la monarchie, la deuxième révolution dans la Révolution, hein, après l'affaire du manifeste du duc de Brunswick, la découverte de l'armoire secrète de Louis XVI aux Tuileries, etc., donc la chute de la monarchie, la France devenant république, un événement inimaginable pour les gens de l'époque, puisque c'était la plus grande nation du monde, peuplée, hein, telle qu'on la connaissait. En 1792, les États-Unis d'Amérique comptaient 8 millions d'habitants, la France 32 millions. Donc il n'y avait pas d'autres pays plus peuplés au monde. Les pays du Maghreb devaient à eux trois faire quelque chose comme 8 millions d'habitants. Il n'y avait pas d'autres pays plus peuplés au monde à l'époque, à part la Russie tsarisme, qui était déjà aux confins du continent européen, et puis très très loin de là, les Indes et puis la Chine. Mais la France était donc la principale puissance en termes démographiques. Qu'elle devint une république paraissait inimaginable, puisqu'on croyait que les républiques, ça n'était fait que pour Venise, Gênes, Florence, c'est-à-dire que pour des petites villes. La France a donné l'exemple aux nations en 1792. La France, elle a donné l'exemple aux nations en 1848, puisque lorsqu'en février, on a chassé la monarchie, il n'y a plus eu droit en France après, eh bien, ça a déferlé sur tout l'Europe, y compris la Belgique d'ailleurs, les événements en Belgique en 1848, et puis de proche en proche sur toute une partie du continent européen. En 1871, la France a pu donner l'exemple aux nations avec la Commune. En 1918, la France a donné l'exemple aux nations avec Clémenceau. En 1940, la France a donné l'exemple aux nations avec le discours peut-être de De Gaulle. En 1943 et 1944, la France a donné l'exemple aux nations avec le Conseil national de la résistance. Et puis, je le disais tout à l'heure, en 2005, la France, elle a donné l'exemple aux nations en votant non à la Constitution européenne. Nous essayons, en tout cas nous, et nous avons tous les jours, 5, 6, 7 adhésions nouvelles qui nous arrivent spontanément, ce qui est un sans précédent pour un parti totalement interdit de tous les grands médias français. On a eu un contact encore récemment avec Jean-Michel Apathy, qui est l'un des grands journalistes politiques de RTL, qui a dit, l'un de mes collaborateurs, qui a dit non, on peut pas, je n'inviterai pas M. Asselineau. Ah bon, pourquoi? Mais nous avons plus, il dit, mais nous avons plus d'adhérents que DLR, on a plus d'adhérents que l'ONPA de Besancenot. Oui, je sais, mais je ne l'inviterai pas. Mais pourquoi? Il n'a pas les codes. Nous n'avons pas les codes. Alors, je ne sais pas si c'est un code bancaire,
un autre code. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'on dit la vérité. C'est qu'on appelle un chat et qu'on appelle la construction européenne une destruction européenne et qu'on appelle les États-Unis d'Amérique eh bien une puissance impériale qui veut dominer l'univers. Punct. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est l'écume des choses. Ce que nous proposons aux Français, c'est de sortir de l'Union européenne et, une fois encore, de donner l'exemple aux nations. Merci pour votre attention. Merci. Je vous remercie infiniment pour l'extrême attention dont vous avez fait preuve. Je suis sensible. C'est toujours très flatteur pour un orateur de voir à quel point les gens écoutent avec attention. J'espère que je vous ai appris un certain nombre de choses. Je sais que c'est un petit peu long, je vous prie de m'en excuser, mais d'un autre côté, il y a beaucoup d'informations qui vous sont données. Ça a été filmé, normalement, ça devrait être disponible assez rapidement sur Internet. On a beaucoup d'autres conférences qui sont disponibles. Il y a des gens qui me disent « c'est très bien, mais c'est vraiment beaucoup trop long ». J'ai dit « oui, c'est vrai, c'est long ». Mais je te fais remarquer toujours deux choses. Les gens me disent « il faudrait que vous fassiez ça en 5 minutes ». Je dis « je ne peux pas faire ça en 5 minutes ». Parce qu'en 5 minutes, ce que je vous dirais, ce serait des slogans. Et comme du berceau à la tombe, les Français, je ne sais pas ce qu'il en est des Belges, mais les Français, la moyenne, c'est à peu près 3 heures, 3h30 devant la télévision tous les jours. donc 365 jours par an. Donc quelqu'un qui a 40 ans s'est ramassé, disons, depuis l'âge de 5 ans, 35 ans, multiplié par 365 jours, multiplié par 3h30 plus 4h30 le week-end de télévision. Ce sont des milliers d'heures, sans compter la radio, les journaux, ce qu'on apprend à l'école. D'un seul coup, vous avez un Gus, c'est moi qui arrive, qui leur dit « mais attendez, tout est faux, on recommence à zéro ». Donc le premier mouvement est un mouvement d'incrédulité. Et on ne peut pas faire passer un message aussi dissonant, aussi contraire à tout ce que l'on vous a appris en quelques minutes. Ça n'est pas vrai. Même d'ailleurs en 3 heures de temps. Dans le meilleur des cas, alors il y a des gens parmi vous sans doute qui me connaissaient depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, mais des gens qui me découvrent d'un seul coup sont très surpris, parfois scandalisés, etc. Mais ce que je dis aux gens, c'est allez vous renseigner. Moi, les conférences que je fais sont toujours sourcées. C'est toujours, vous avez vu, précis, les références. Allez vous renseigner. Allez vous renseigner sur Walter Hallstein. Est-ce que c'est vrai qu'en juin 1938, oui ou non, est-ce que c'est vrai qu'il était le type qui a réfléchi à la Nouvelle-Allemagne pour le compte d'Hitler? Est-ce que c'est vrai qu'il a signé le traité de Rome à côté d'Adenauer? Est-ce que c'est vrai, oui ou non, que toutes les manifestations catalanes sont en américain? Est-ce que le discours de Clinton à Aix-les-Chapelles, c'est celui que je vous ai cité? Est-ce que c'est vrai l'article du Daily Telegraph qui dit que Paul-Henri Spaak, Robert Schuman étaient des agents américains? Est-ce que tout ça, c'est le 19 septembre 2000? Allez-y! Moi, je donne tout, hein, tout. C'est de la générosité. On donne tout maintenant, c'est aux gens de dire est-ce que vous allez supporter la vérité ou pas? L'exemple montre, enfin l'histoire montre que, en réalité, les Français, je pense que beaucoup, si je suis parmi vous et si vous m'avez écouté avec intérêt, c'est justement parce qu'en fait, et c'est ce qui me rend optimiste quant à l'avenir, c'est que les êtres humains sont ainsi faits qu'en gros, ils préfèrent la vérité au mensonge. Et quand ils sentent que quelque chose d'un seul coup est vrai et leur permet de comprendre tout ce qu'ils ne comprenaient pas auparavant, c'est ce qui fait le succès de notre mouvement, je crois.